Année 1941. Direction Est. Pologne, puis la Russie. Opération Barbarossa. La plus grande invasion de l'histoire. Pensions conquérir en quelques mois. Mais la Russie n'avait pas de faim. Et l'hiver russe n'avait pas de pitié. « 15 mars 1941. Ordre de déploiement. Direction Est. Pologne d'abord, puis plus loin si nécessaire. » Werner avait raison sur toute la ligne. La Russie, dit-il simplement quand les ordres sont lus. Napoléon a essayé, maintenant c'est notre tour. Otto refuse d'y croire jusqu'au bout. On ne serait pas assez fou pour attaquer sur deux fronts. Même le Führer n'est pas... Il s'arrête. On ne critique pas ouvertement, même maintenant. Les préparatifs sont massifs. Des convois sans fin, des panzers par centaines, des tonnes de munitions, de la nourriture, du carburant. La plus grande opération militaire de l'histoire, nous dit fièrement un officier. 28 mars 1941. Le train traverse l'Allemagne vers l'Est. Par les fenêtres sales du wagon, je vois défiler mon pays. Des villes intactes, des campagnes paisibles. Ça semble irréel après la France occupée. À chaque gare, des foules nous acclament. Des drapeaux, des fleurs, des jeunes filles qui nous envoient des baisers. Otto secoue la tête. « Ils ne savent pas, » murmure-t-il. « Ils nous voient partir comme si c'était une parade, pas une marche vers l'enfer. » Max, maintenant endurci par les mois en France, regarde ces visages enthousiastes avec quelque chose qui ressemble à de la pitié. « J'étais comme eux il y a un an, dit-il. Je pensais que la guerre était glorieuse. » Werner lit un livre sur Napoléon et sa campagne de Russie. Il prend des notes dans son carnet. Les autres se moquent gentiment de lui. Toujours l'étudiant. Mais je vois l'inquiétude dans leurs yeux quand il lit à voix haute les passages sur l'hiver 1812. 10 avril 1941. Traversée de l'Allemagne en train. Puis Pologne. Le paysage change. Plus plat, plus vaste. Les villages sont différents. Plus pauvres, plus espacés. On s'entasse dans des baraquements près de la frontière soviétique. Des centaines de milliers d'hommes, peut-être plus. Des divisions entières. Les panzers sont dissimulés sous des filets de camouflage dans les forêts. L'atmosphère est tendue. Plus d'insouciance comme avant la France. On sait tous que la Russie, c'est différent. C'est immense. C'est le froid. C'est un autre type de guerre. Les officiers font des discours sur l'espace vital, sur le bolchevisme, sur notre mission civilisatrice. Werner écoute en silence, le visage fermé. Otto nettoie son fusil avec une minutie obsessionnelle. 1er mai 1941. Des semaines d'attente. L'attente est presque pire que l'action. On s'entraîne, on attend, on s'entraîne encore. Les nerfs sont à vif. Un nouvel arrivé dans notre section, Thomas, vient de Dresde. Il a 20 ans et croit encore à tout ce qu'on lui a dit. Il parle de gloire, de victoire rapide, de rentrée en héros. Otto et moi échangeons un regard. Nous étions comme lui autrefois. Les rumeurs circulent. Juin, dit quelqu'un. Début juin. Les officiers ne confirment ni ne démentent. Mais les préparatifs parlent d'eux-mêmes. Chaque jour, plus de troupes arrivent. Plus de matériel. L'accumulation est impressionnante et terrifiante. J'ai écrit à Greta. Une lettre prudente, sachant que la censure la lira. Je lui parle du printemps, des fleurs que je vois ici. Je ne parle pas de ce qui vient. 15 mai 1941. Entraînement intensif. Tactique pour le terrain ouvert. Comment se déplacer dans les vastes plaines. Comment gérer les immenses distances. On nous montre des photos de matériel soviétique. Leurs tanks, leurs avions. Primitif, dit l'instructeur. Nous avons la supériorité technique et tactique. Mais les chiffres font froid dans le dos. L'armée rouge compte des millions d'hommes, murmure Werner. Des millions. Lettre de Greta. Elle a entendu aux nouvelles que des troupes se massent à l'est. Elle me supplie d'être prudent.
Je t'attendrai, écrit-elle, aussi longtemps qu'il faudra. J'ai mis sa lettre contre mon cœur dans la poche de ma veste. C'est stupide, superstitieux, mais ça me rassure. 10 juin 1941. Tension maximale. Tout le monde sait maintenant. C'est pour bientôt. Les jours se comptent, peut-être les heures. On vérifie notre équipement une dernière fois. Mon carabineur est parfaitement huilé. Mes grenades sont accrochées à ma ceinture. Mon sac contient des rations pour 3 jours, des munitions supplémentaires, la lettre de Greta, le couteau de mon père. Thomas, le jeune de Dresde, essaie de cacher sa peur derrière des fanfaronnades. « On va leur montrer !» dit-il d'une voix trop forte. Max lui pose une main sur l'épaule. « Garde ton énergie pour quand ça compte », dit-il doucement. Otto écrit une lettre à sa mère. C'est rare pour lui. Il écrit lentement, laborieusement, barrant des mots, recommençant. Quand il a fini, il me demande « Si quelque chose m'arrive, tu la posteras ?» Rien ne t'arrivera, je mens. Et tu n'auras pas besoin de moi pour poster tes lettres. Mais je prends quand même l'enveloppe et je la mets avec mes affaires. Werner ne dit rien. Il a fermé son livre sur Napoléon. Il a compris ce que nous comprenons tous maintenant. L'histoire se répète, encore et encore. Et nous sommes juste des acteurs dans une tragédie déjà écrite. « 22 juin 1941, 3h30 du matin. Le monde explose. Des milliers de canons ouvrent le feu simultanément. Le bruit est apocalyptique. Le ciel s'illumine comme en plein jour. La terre tremble. Opération Barbarossa a commencé. À 4 heures, on monte à l'assaut. Les premières positions soviétiques sont pulvérisées. On avance vite, très vite. Les panzers foncent en avant. On suit à pied, presque en courant. Les soviétiques semblent pris par surprise. On capture des soldats encore en sous-vêtements. Certains n'ont même pas d'armes. Mais d'autres se battent avec acharnement. Des poches de résistance féroces. À midi, j'ai tué un homme pour la première fois avec certitude. Un soldat soviétique s'est levé d'un trou d'obus alors que je passais. Il pointait son fusil vers Otto. J'ai tiré sans réfléchir. Il est tombé. 30 juin 1941. 8 jours d'avancée effrénée. On compte en kilomètres maintenant, pas en mètres comme en France. 50 km par jour parfois. Les panzers sont déjà loin devant, nous on suit, épuisés. Les combats sont brutaux. Les soviétiques ne se rendent pas facilement. Certaines positions se battent jusqu'au dernier homme. On trouve des bunkers où les défenseurs se sont fait sauter avec des grenades, plutôt que de se rendre. La chaleur est accablante. La poussière des steppes nous aveugle. L'eau manque. Ma gourde est vide depuis ce matin. On boit dans les puits des villages, en espérant que l'eau n'est pas empoisonnée. Les prisonniers sont innombrables. Des colonnes sans fin marchent vers l'arrière, gardées par quelques hommes. Ils ont l'air hébétés, affamés. Certains sont blessés, et personne ne les soigne vraiment. Il n'y a pas assez de ressources, nous dit-on. 15 juillet 1941. L'avancée ralentit. La résistance se durcit. Les soviétiques ont sacrifié des armées entières pour nous ralentir. Mais ils en amènent toujours plus. Notre régiment a perdu un tiers de ses effectifs. Les visages familiers disparaissent jour après jour. Remplacés par de jeunes recrues tout juste arrivés, qui nous regardent avec des yeux qui ont encore peur mais pas encore vu. Werner a pris un éclat d'obus dans le dos. Il a survécu, mais il a été évacué vers l'arrière. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras. « Reste en vie, Karl. N'oublie pas qui tu es. Je ne suis pas sûr de savoir encore qui je suis. On traverse des villages brûlés. Parfois par les soviétiques en retraite, parfois par nos propres troupes. La politique de la terre brûlée fonctionne dans les deux sens. Ne rien laisser à l'ennemi. J'ai vu des choses que je ne peux pas écrire. Des choses dont je ne parlerai jamais à Greta, à mère, à personne. Des choses qui hantent mes nuits.
25 juillet 1941. La chaleur ne faiblit pas. Plus de 40 degrés le jour, la nuit à peine 20. Pas de répit. Thomas est mort hier. Le jeune de Dresde qui parlait de gloire. Une mine. Il a marché dessus pendant une patrouille. Il est mort sur le coup au moins, il n'a pas souffert longtemps. J'ai dû écrire à ses parents. Encore. Combien de ces lettres ai-je écrites maintenant ? 5 ? 10 ? Je perds le compte. Les mots deviennent de plus en plus vides. Mort en héros. Pour la patrie. Des mensonges polis pour adoucir l'horreur. Otto devient de plus en plus silencieux. Il ne plaisante plus comme avant. Il fait son travail, tue quand il faut tuer, marche quand il faut marcher. Mais quelque chose s'est éteint en lui. Je le vois dans ses yeux. Cette lumière qu'il avait, cette humanité, elle s'éteint peu à peu. 1er août 1941. Chaleur infernale. Plus de 40 degrés certains jours. Des hommes s'effondrent de déshydratation. Les uniformes sont trempés de sueur, couverts de poussière. On ressemble à des fantômes gris. On nous dit que Kiev est l'objectif, puis Moscou. Avant l'hiver, promettent les officiers. Avant les premières neiges. Otto est sceptique. Regarde la carte, Karl. Regarde comme c'est loin. Et on n'est même pas à mi-chemin. Il a raison. L'immensité de ce pays est écrasante. On avance, et ça ne finit jamais. L'horizon est toujours le même. Plat, vide, infini. Les combats sont devenus routiniers. Attaquer un village, le prendre, compter les morts, enterrer les nôtres, faire prisonnier les survivants, dormir quelques heures, repartir. Recommencer le lendemain. 5 septembre 1941. 2 mois et demi depuis le début de Barbarossa. On a avancé de centaines de kilomètres. On a capturé des centaines de milliers de prisonniers. Et pourtant la Russie est toujours là, immense, apparemment inépuisable. Les rations sont réduites, les lignes d'approvisionnement sont étirées au-delà du possible. On complète avec ce qu'on trouve. Légumes des potagers abandonnés, poules errantes, parfois rien du tout. Un de mes hommes, Fritz, a trouvé une vache dans un champ. On l'a abattue et on a partagé la viande. C'était notre premier vrai repas depuis des semaines. On a mangé en silence, affamés, presque sauvages dans notre faim. Le soir, assis autour d'un petit feu, Klaus le vétéran nous a raconté la Pologne, la France. C'était différent, dit-il, plus rapide, plus propre. La Russie vous mange vivant. 15 septembre 1941. Premier signe de l'automne. Les nuits sont fraîches. La pluie commence. Et avec la pluie, la boue. La Rasputitsa, comme l'appellent les Russes. La saison de la boue. Les routes deviennent des rivières de fange. Les véhicules s'enlisent. Les chevaux s'épuisent. On patauge dans une boue qui monte jusqu'aux genoux. L'avancée ralentit encore. Moscou est toujours loin. Trop loin. Otto est tombé malade, dysenterie. Il a perdu 10 kilos. Il tient à peine debout mais refuse d'aller à l'infirmerie. Ils me renverront en ligne de toute façon, dit-il. Les rations diminuent. La chaîne d'approvisionnement est étirée sur des centaines de kilomètres. On mange ce qu'on trouve. Pommes de terre volées dans les champs, parfois une poule. Le vétéran Klaus est doué pour trouver de la nourriture. J'ai fait la campagne de Pologne, dit-il. J'ai appris. 2 octobre 1941. Offensive vers Moscou lancée. Opération Typhon, nous dit-on. Le coup fatal. On avance à nouveau, mais c'est différent maintenant. Les soviétiques se battent avec un désespoir nouveau. Chaque position est défendue jusqu'au dernier. Leurs tanks, leurs T-34, sont meilleurs que ce qu'on nous avait dit. Nos panzers ont du mal. Et toujours cette boue infinie qui engloutit tout. Un de mes hommes, Johan, a perdu la raison. Il s'est mis à rire hystériquement pendant un bombardement. Il rit encore. On l'a envoyé à l'arrière. Je me demande combien de temps avant que nous tous... Non, je ne dois pas penser comme ça.
Je dois rester fort pour mes hommes. Lettre de Greta après 2 mois sans nouvelles. Elle me dit que tout le monde au village prie pour nous, que l'hiver sera rude en Allemagne aussi, que son amour est inébranlable. Je lis et relis ces mots. Ils semblent venir d'un autre monde. Un monde où l'amour et la prière ont un sens. Ici, seul compte la boue, le froid qui vient, et la prochaine attaque soviétique. 20 octobre 1941. La boue devient de la glace. La température chute rapidement. On n'est toujours pas équipé pour l'hiver. Les manteaux promis n'arrivent pas. On porte nos uniformes d'été sous les manteaux français de l'année dernière. C'est insuffisant. Les premiers cas de gelure apparaissent. Les doigts, les orteils, le nez, les oreilles. La chair gèle, noircit, meurt. Les médecins amputent quand ils le peuvent. Souvent ils ne peuvent rien faire. Moscou est visible maintenant par temps clair. Les tours du Kremlin se profilent à l'horizon. Si proche, si infiniment loin. Otto ne peut presque plus marcher. Ses pieds sont couverts de gelure. Je l'aide comme je peux, mais nous devons tous continuer à avancer. S'arrêter, c'est mourir. Klaus a été tué ce matin. Un obus de mortier. Il n'a pas eu le temps de se mettre à couvert. Il est mort instantanément. C'était peut-être une bénédiction. Mourir vite plutôt que lentement de froid et de faim. 7 novembre 1941. Neige. Les premières vraies chutes. On n'a pas d'équipement d'hiver. Pas de manteau approprié. Pas de bottes isolées. Ça arrive, nous dit-on. La logistique est tendue. Les températures chutent. -10, -15. Nos armes gèlent. L'huile dans les mécanismes se solidifie. Les moteurs refusent de démarrer. Les soviétiques, eux, semblent préparés. Ils ont des manteaux blancs, des bottes fourrées. Ils sont chez eux dans ce froid. Otto a des gelures aux pieds. 2 de mes hommes aussi. Le médecin fait ce qu'il peut avec presque rien. « Gardez vos pieds au sec, dit-il. »« Comment ? On patauge dans la neige fondue jour et nuit, on brûle tout ce qu'on trouve pour se réchauffer, meubles, planches, livres. On se serre les uns contre les autres la nuit pour ne pas mourir de froid. Moscou n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. On peut presque la voir par temps clair. Si proche, si loin. 20 novembre 1941. -25 degrés. Mes doigts sont engourdis en permanence. J'ai perdu toute sensation dans mes orteils. Mes lèvres sont fendues et saignent. Ma peau brûle de froid. On avance encore, centimètre par centimètre. Chaque pas est une torture. Le vent hurle dans les steppes, nous fouettant de neige et de glace. Fritz est mort cette nuit. Il s'est endormi pendant sa garde. Le froid l'a tué. On l'a trouvé ce matin, gelé dans sa position, son fusil dans les mains. Ses yeux étaient ouverts, regardant vers Moscou. On ne peut même plus enterrer les morts. Le sol est dur comme du béton. On les laisse où ils tombent, couverts d'une fine couche de neige. Des marqueurs pour ceux qui viendront après, si quelqu'un vient. Otto délire maintenant. Il parle à des gens qui ne sont pas là. Il appelle sa mère, son frère. Parfois il rit sans raison. Je le force à continuer, je le traîne presque. Je ne peux pas le perdre. Pas lui. 5 décembre 1941. Contre-offensive soviétique massive. Ils attaquent de partout. Des troupes fraîches venues de Sibérie. Des tanks. De l'artillerie. C'est nous maintenant qui reculons. Le chaos est total. Les lignes de communication sont coupées. On ne sait plus où est l'ennemi, où sont nos propres troupes. On se bat, on recule, on se bat encore. Le froid est inhumain. -30, -40 certaines nuits. Les hommes meurent de froid autant que des balles. On trouve des sentinelles gelées à leur poste, mortes debout. J'ai perdu 3 hommes cette semaine. 1 tué, 2 évacués avec des gelures graves. Ils vont probablement perdre leurs pieds. Klaus le vétéran a pris une balle dans le poumon. Il a survécu à la Pologne, à la France, à 6 mois de Russie. Tué à 500 mètres de Moscou. Je creuse des tombes dans un sol gelé dur comme la pierre. Je marque des croix avec des morceaux de bois.
Je récite des prières que je ne crois plus vraiment. 15 décembre 1941. La retraite continue. On abandonne tout. Véhicules, matériel lourd, munitions. On ne garde que nos armes et ce qu'on peut porter. Les soviétiques nous poursuivent sans relâche. Ils sont partout, surgissant de la neige comme des fantômes. Des cavaliers cosaques, des troupes de ski, des partisans. Mon escouade est réduite à 4 hommes maintenant, moi compris. Otto peut à peine marcher. Les 2 autres, Hans et Ludwig, sont des gosses de 18 ans arrivés il y a un mois. Ils tremblent de froid et de peur. On marche la nuit pour éviter les avions soviétiques. Le jour, on se cache dans des villages abandonnés, dans des forêts. On mange de la neige pour étancher notre soif. On n'a presque plus de rations. J'ai perdu la photo de Greta. Elle est tombée de ma poche quelque part dans la neige. J'ai essayé de la chercher, mais c'était impossible. Maintenant, je n'ai plus que mes souvenirs. Et même cela commence à s'estomper. 25 décembre 1941. Noël. 3e Noël de la guerre. Le pire. On se terre dans une isba abandonnée, une quinzaine d'hommes entassés autour d'un poêle qui fume. Dehors, la tempête de neige fait rage. Les soviétiques attaquent quand même. Otto est très malade. La dysenterie, le froid, l'épuisement. Il délire parfois, appelant sa mère. Je le force à boire de l'eau chaude, à manger ce qu'on a, du pain noir dur comme du bois. Pas de chant de Noël cette année. Juste le bruit du vent, les tirs sporadiques, les gémissements des blessés. Je pense à Noël 1938, il y a seulement 3 ans. Une éternité. J'étais dans l'atelier de Herr Müller, finissant une commande de chaises. Greta était passée m'apporter des biscuits. On n'avait rien ensemble. On était heureux. Cette personne-là est morte quelque part entre ici et là-bas. Je ne sais plus qui je suis devenu. 31 décembre 1941. Dernier jour de 1941. L'année la plus longue de ma vie. On continue à reculer. Pas une retraite organisée. Une fuite désordonnée par endroits. On abandonne du matériel, des munitions, tout ce qui nous ralentit. Les pertes sont catastrophiques. Notre division a perdu 70% de ses effectifs. Des régiments entiers ont cessé d'exister. À minuit, personne ne célèbre. On est juste soulagé d'avoir survécu un jour de plus. Otto me murmure. On ne rentrera jamais, n'est-ce pas ? Je ne réponds pas. Que dire ? Mentir serait cruel, dire la vérité serait pire.